Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le pouvoir royal est omniprésent au sein de la cité. Le souverain assiste à tous les rites et à toutes les cérémonies. Il est partout, sur les stèles, sur les murs des palais et sur les murs du temple. Son image et celle de ses ancêtres dominent la vie quotidienne aux côtés de celle des dieux. Il exige, il dirige et il protège la cité et ses habitants. La ville est organisée de manière à ce que le peuple rassemblé sur la grande place puisse assister à son triomphe. La population est consciente que sa survie dépend entièrement de celle du roi et de sa descendance. Sa mort entraînerait irrémédiablement sa chute. Du coup, lorsque la ville de Dos Pilas est attaquée, toute la population se rassemble pour défendre la ville, son roi et sa dynastie. Toutefois, la cité s'organise en deux espaces différents et coupés l'un de l'autre. Les espaces publics qui font face aux édifices, accessibles au peuple, et les espaces privés, les palais et les temples où le roi accomplit lui-même les auto-sacrifices comme ceux peints sur les linteaux de Yaxchilán. On y voit d'ailleurs le roi en train de se percer le pénis à l'aide d'un aiguillon pour faire couler son sang. Les dimensions modestes des palais sont, elles, surprenantes. Il est évident qu'ils ne sont pas destinés à recevoir les dignitaires ou les envoyés des cités voisines. Ils servent uniquement d'espace de repos où le roi et sa famille, à l'abri des regards indiscrets, mangent et dorment. Le reste des activités du dirigeant se déroulent à l'extérieur, en public. Le roi et son pouvoir sont en permanence en représentation. Les édifices massifs en pierre constituent le cœur des cités mayas. Ils reposent sur des soubassements de taille variable. Les temples surmontent des pyramides hautes de plusieurs dizaines de mètres. Au contraire, les palais sont massifs tout en longueur et leur hauteur dépasse rarement une dizaine de mètres. Les autres parties de la ville accueillent des bains de vapeur, des terrains de jeux de balle et des plateformes. Les habitations des nobles et du peuple, elles, sont réparties aux alentours, de manière totalement aléatoire cette fois dans la forêt. Des chemins et des sentiers permettent de circuler d'une maison à une autre. Chaque groupe d'habitations est isolé, séparé de ses voisins par des arbres, des jardins, parfois même des murs, comme je vous disais tout à l'heure. Seul le centre public, la résidence du pouvoir dynastique, offre un aspect monumental. Et les édifices ne sont donc pas construits au hasard. Leur situation dans l'espace public répond donc à des critères bien précis, comme je vous ai dit. Les pyramides sont alignées sur les points cardinaux ou sur d'autres axes définis à l'avance. Les bâtiments destinés à l'observation des étoiles, dont le but principal dans le cadre rituel est de célébrer les équinoxes et les solstices, sont orientés vers l'est, le côté où le soleil se lève. De gigantesques chaussées pavées relient les différents édifices. Les habitations sont elles aussi disposées selon un plan défini. Les résidences de l'élite occupent la périphérie proche. Plus on s'éloigne du cœur de la cité, plus les maisons deviennent plus simples. Toute l'organisation de l'espace converge vers le centre. Vous me direz, on a ça aujourd'hui avec nos villes occidentales. Si le temple dynastique est la demeure des dirigeants morts, le palais, c'est celle des vivants. Il est construit à proximité immédiate du temple, mais sur un soubassement de moindre ampleur. L'emploi de la fausse voûte réduit l'espace intérieur. Le confort y est plutôt rudimentaire. La multiplication des pièces compense leur petite taille. Leur nombre varie entre 20 et 30. En plus, la suppression des cloisons internes permet d'obtenir des espaces intérieurs allongés comme dans le palais de Palenque. Dans l'une des salles, la présence de banquettes indique qu'elle sert de chambre à coucher. La pièce principale est marquée par la présence d'un trône. Seul le roi, sa famille et ses proches vivent au sein du palais. Le palais de Palenque intrigue d'ailleurs les archéologues. Ce bâtiment, prestigieux, est un véritable dédale de pièces souterraines, de couloirs interminables et d'escaliers intérieurs. Est-ce qu'il faut y voir le résultat d'aménagements successifs ou une sorte de parcours initiatique ? Le mystère demeure. Des bâtiments semblables ont été découverts sur d'autres sites mayas quand même. Or, l'analyse des plans et la reconstitution de la chronologie de la construction des édifices prouvent qu'ils ont été réalisés, tenez-vous bien, en une seule fois. Il ne s'agit pas de bâtiments qui ont donc été agrandis au fil du temps. Le parcours souterrain fait partie du plan initial.
Il est évident que ces aménagements obéissent à une volonté de créer un parcours, mais un parcours caché. Mais dans quel but ? Leur orientation fournit un indice pas négligeable. Celui qui emprunte ces tunnels arrive finalement du côté est. Donc quand il sort de terre après avoir passé un certain temps dans l'obscurité, il apparaît dans la pleine lumière du soleil levant. Or, cette lumière est associée au pouvoir. On peut donc supposer que ces couloirs souterrains servent de parcours initiatique au moment du couronnement d'un nouveau souverain. Quoi qu'il en soit, ils font indéniablement partie de la manifestation du pouvoir. Les pyramides peuvent aussi servir de tombeaux, comme celles de Palenque et de Tikal. Dans ce cas-là, le temple lui-même devient une offrande au souverain défunt. Beaucoup de pyramides ont été édifiées après la mort du roi auquel elles sont destinées. C'est souvent le fils ou un autre héritier qui a ordonné sa construction pour rendre hommage à son prédécesseur, tout en revendiquant quand même la puissance de sa dynastie et sa propre légitimité. Parfois, la tombe se trouve dans un édifice voisin de dimension plus modeste. La pyramide devient alors le temple funéraire où les prêtres accomplissent les rites en l'honneur du roi défunt. Le temple devient à la fois le lieu où se font les offrandes et une offrande lui-même. L'accession au trône inscrit le roi dans la durée d'une dynastie dont il est indissociable. Le roi est représenté sous de multiples formes, aux côtés de ses ancêtres. La cité est donc le lieu par excellence de la représentation du pouvoir de la famille dirigeante. Le roi organise et dirige la ville. En contrepartie, il est tenu de la protéger contre toutes sortes de dangers comme les famines, les catastrophes naturelles ou les attaques des cités ennemies. Les nobles, les administrateurs, les prêtres, même le peuple, tous sont aussi des guerriers potentiels. Tous participent par exemple à la défense de la cité. Quand la ville de Dos Pilas est sur le point d'être prise par une cité ennemie, à ce moment-là, toute la population, les hommes riches, les pauvres, les femmes, les vieillards et même les enfants s'activent pour élever des murs ou se jettent à corps perdu dans la bataille pour empêcher l'ennemi d'entrer. Mais quand le roi se lance dans une politique d'expansion, comme ceux de Tikal ou de Calakmul, eh bien le roi ne peut s'appuyer que sur des guerriers professionnels. Les plus importants appartiennent à la noblesse, mais on compte aussi des guerriers moins prestigieux comme les gardes qui entourent le roi. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.